Hello, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, j'ai reçu Maureen Lavigne, BDR senior 100% remote. Elle aime se qualifier de geek de la prospection. À la base, c'est un profil littéraire. Après avoir obtenu un master d'anglais, elle enchaîne les postes dans différentes startups pour trouver sa voie. Elle commence par un poste d'ex-compte exécutif dans le B2C, mais très vite, elle se rend compte que ça ne matche pas du tout avec sa personnalité. Alors, elle décide de tester le métier de BDR, et là, c'est le coup de cœur. C'est une vraie chasseuse dans l'âme. Après 6 mois, elle est promue BDR manager. Elle a toujours su performer sur toutes ses expériences d'IBDR. En chiffres, ça donne une moyenne d'atteinte d'objectifs de 150%. Et tout ça sur des marchés immatures et ultra concurrentiels comme la RSE. Ce que j'aime avec Maureen, c'est sa générosité dans le partage de ses méthodes et sa transparence sur ses résultats. Je l'ai justement invitée pour qu'elle partage ses stratégies pour générer des rendez-vous qualifiés sur tous les canaux et sur la durée. Bonne écoute. Hello Maureen, comment tu vas? Ça va très bien et toi Laetitia? Bah, écoute, nickel, je suis très contente de te recevoir, du coup sur Prospect. Du coup, effectivement, je t'ai invitée pour parler prospection multicanal. La dernière fois que je t'avais parlé, tu m'avais dit une chose qui m'avait un peu marquée en disant: «OK, au fait, au final, il y a peu d'entreprises qui font vraiment de la prospection multicanal. Tout le monde dit qu'ils en font, mais en réalité, il y a peu d'entreprises qui prennent le même niveau de rendez-vous, le même volume de rendez-vous, avec les différents canaux. Soit effectivement vont prendre beaucoup de rendez-vous avec du cold call, soit beaucoup de rendez-vous avec de l'email, soit avec de LinkedIn, mais de manière égalitaire, pas forcément. Donc j'aimerais que justement qu'on parle de ça. Comment on fait pour faire une prospection multicanal, efficace, et qui donne, les meilleurs résultats? Mais avant d'expliquer pourquoi, du coup, les entreprises ont du mal et comment faire, j'aimerais d'abord savoir si tu peux m'expliquer rapidement, c'est quoi les avantages d'une prospection multicanal? Ouais, carrément. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est souvent beaucoup plus de rendez-vous par call plutôt que beaucoup plus de rendez-vous Exactement, par mail. complètement. Enfin, je trouve ça hyper, intéressant, mais effectivement, au niveau des principaux avantages de cette prospection multicanal, pour moi, il y en a un principal, c'est, de pouvoir joindre n'importe quel lead, en fait, n'importe quelle persona, dans n'importe quelle industrie. Pour moi, un bon BDR, une bonne BDR, il excelle sur tous les canaux, en fait. Il y en a pas, alors on peut avoir une petite préférence pour un des canaux, avoir un petit canal de prédilection, mais c'est important d'être bon sur tous les canaux. Et pour te donner un exemple concret, moi, mon top personnel sur lequel j'ai le plus travaillé jusque-là dans ma carrière de BDR, c'était le ou la responsable RSE. Donc ça pouvait être quelqu'un qui a ce titre-là dans une boîte ou alors n'importe qui a cette casquette-là dans l'entreprise. Donc ça rajoute un petit challenge pour trouver qui est la bonne personne à contacter quand on fait son list building. Mais en fait, eux, je me suis rendu compte qu'ils étaient super dispo par email et par LinkedIn. Donc j'ai dû très vite apprendre à être efficace sur ces canaux-là. Et par exemple, j'avais lancé une séquence, voilà, pour aller explorer le marché des studios de jeux vidéo qui avaient un besoin sur ce sujet-là, parce que je travaillais dans une entreprise qui aidait les entreprises à réaliser leur bilan carbone via un outil. Et en fait, j'ai réussi à faire plus de 20% de conversion sur cette séquence-là, sur ce marché-là, mais exclusivement par email. Parce qu'en fait, il y avait des barrages standards imprenables au téléphone. Je sais pas, ils étaient ultra rodés. Je pouvais avoir le meilleur script que je voulais. Je n'arrivais absolument pas à les joindre par téléphone. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de ligne directe aussi parce que studio gaming très digitalisé, il n'y avait pas de ligne directe au bureau. Donc j'avais intérêt à être très bonne par email en fait pour explorer cette industrie-là. C'est aussi en ça que je me suis formée sur. J'ai dû en fait durant ma carrière me former sur tous les canaux. Et je suis tombée aussi sur une source récemment. Je pourrais t'envoyer le lien du post LinkedIn qui l'a ressorti, mais c'est concernant le playbook B2B de LinkedIn où en fait ils expliquent que 57% des gens ils préfèrent un premier contact prospectif par email comparé au call call où c'est seulement 18% qui préfèrent Ah, être call intéressant. callés. Moi ça me choque pas comme stat, mais ça prouve aussi qu'il faut être bon à l'écrit et notamment par email. Et aussi sur LinkedIn, autre chose qui peut peut-être t'intéresser, j'avais eu une session de formation avec une AE de chez SalesNav quand elle nous formait à l'outil, etc., qui nous avait expliqué en formation tiens, d'après toi, combien, en pourcentage, combien de personnes se sont inscrites sur LinkedIn pour recevoir de la prospection et des propositions de services? En pourcentage comme ça, à la louche. Je dirais 50 peut-être, proche de 50%? Ou trop? 0%. Ah, En fait, 0%! c'est OK. 0 parce qu'en fait, personne, s'inscrit sur LinkedIn pour être prospecté. Ça nous Ah avait yes, vraiment OK. marqué parce que pareil, tout le monde y allait avec ses pourcentages et cetera. Donc LinkedIn, il est intéressant pour prospecter parce qu'on peut jouer avec les codes de LinkedIn pour obtenir des informations, voir si les personnes, justement sont intéressées par l'aide qu'on peut leur proposer, mais en gardant en tête que la personne
elle s'est pas inscrite sur LinkedIn pour être prospectée, donc il faut être vachement Yes, smart dans son approche. Mais voilà, le carrément. principal avantage pour moi, c'est réussir à joindre tout le monde et pas se restreindre à un seul mode de connexion, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, au final, on a tous, notre canal sur lequel on préfère être contacté. Donc effectivement, il y a des gens, ça va être plus LinkedIn, d'autres parfois c'est plus le téléphone, d'autres ça va être l'email, d'autres ça va être des approches plus directes, par exemple en événement parce qu'on parle souvent, de toute la partie, qui est en off, mais il y a aussi, offline, mais il y a aussi tout ce qui est, en direct en fait. Typiquement, l'événement, c'est aussi un bon canal aussi également pour prendre, des rendez-vous aussi également. Hem, du coup, pourquoi à ton avis justement les entreprises réussissent pas en fait à être bons sur tous les canaux de prospection? Et comme tu le dis effectivement, surtout aujourd'hui, on voit une tendance à aller beaucoup plus sur le cold call et à délaisser le cold email, LinkedIn et l'utiliser plus comme, un espèce d'appât où il faut le faire parce que juste parce qu'il faut le faire, mais on n'attend Mmh. pas des résultats assez incroyables. Ouais, c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai une théorie, c'est peut-être pas la bonne et peut-être que d'autres personnes auront d'autres théories aussi. Mais moi, ma théorie, c'est que ces entreprises-là, elles se concentrent très vite sur le canal qui est le plus facile à maîtriser à grande échelle, et qui du coup leur apporte des résultats plus rapidement. Donc, là, en l'occurrence, c'est le cold call. En tant que BDR manager, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de mesurer la performance, sur des canaux écrits et coacher sur des canaux écrits que sur un canal oral comme le call. Ça après c'est mon avis personnel. En termes de métriques, même par exemple, on en a beaucoup moins sur le call à suivre. Vraiment, les métriques basiques en call, c'est le nombre d'appels passés, le nombre de calls connectés, le nombre de rendez-vous pris. On peut déjà créer une stratégie de call avec ces 3 métriques-là. On peut aller un petit peu plus dans le détail après quand on devient un petit peu plus performant, comme le nombre de pitch, donc c'est-à-dire connexion avec la bonne personne, ou le nombre de conversations, c'est-à-dire le nombre d'appels qui dépasse, je sais pas, 3 ou 5 minutes, ça dépend Mmh. ce qu'on veut mesurer pour voir quel BDR passe le plus de temps au téléphone. Mais voilà, si tu as ces 3 métriques-là, tu peux partir et te faire une stratégie de call qui tabasse. C'est beaucoup plus facile à coacher à grande échelle. Pour l'email, tu as beaucoup plus de métriques à suivre. Tu dois faire attention aux vanity metrics aussi. Par exemple, le pourcentage de réponse, juste si on le mesure seul, il veut strictement rien dire, cette métrique-là, elle veut strictement rien dire. Ça suffit pas à lui-même. Donc en fait, on doit check énormément de choses quand on fait de la prospection par email. Par exemple, pourcentage de bounce et de delivered. Donc travailler sa dérivabilité, ça c'est une expertise à part entière. Le pourcentage d'ouverture, le pourcentage de clics, le pourcentage de réponses, en essayant d'enlever les out of office, il y a des outils qui permettent de faire ça aujourd'hui. C'est important pour avoir des bonnes statistiques. Et ça pour chacun des emails de ta séquence, si on reste sur le canal email. Donc ça fait quand même pas mal de travail. Aussi réaliser, ça c'est important, mais des A/B tests stratégiquement sur la durée pour itérer sur la meilleure approche, etc. Et faire des A/B tests, c'est pas je lance sur un même batch un copywriting A et un copywriting B, deux copywriting complètement différents et on voit celui qui marche. C'est pas du tout ça. Une fois, on m'a proposé de faire ça. C'est un AE qui m'avait proposé. C'est pas du tout ça. La B-test, il faut se mettre d'accord sur les critères à aller chercher sur le copywriting. Soit on change l'objet, soit on change le call to action, soit. Donc Ouais. c'est quand même aussi quelque chose de compliqué à réaliser et concrétiser ce type de choses-là et construire de la B-test, c'est vraiment long pour avoir des résultats avec cette stratégie-là. Et sur LinkedIn, il faut suivre son taux d'acceptation, son taux de réponse, mais aussi vachement bosser son profil pour qu'il soit nickel et qu'il donne envie aux prospects de répondre. Et ça, c'est beaucoup de travail en fait mis bout à bout. Donc la prospection écrite, email et LinkedIn, elle est de plus en plus vue comme un petit plus pour accompagner le call comme tu disais tout à l'heure. Mais pour moi, le travailler les 3, c'est hyper important, aussi important que de travailler un script de call, quoi. Et moi, justement, j'ai pris beaucoup de rendez-vous où c'est plutôt le call qui a été un petit plus et qui m'a permis d'obtenir l'adresse mail dont j'avais besoin pour ensuite transformer ma piste en rendez-vous qualifié et notamment, en discutant avec des standards, tout simplement. Quand la personne, elle avait pas de ligne directe ou essayer d'obtenir un max d'informations, j'ai réussi à obtenir l'email de la personne qui est au téléphone au standard. J'ai la structure de mail de la boîte du coup, et bam, je peux reporter sur la bonne adresse mail. Donc ça, c'est aussi des bons réflexes à avoir, je trouve. Et du coup, ces boîtes-là qui galèrent avec le multicanal, selon moi, leur approche écrite, elle reste aussi très bateau, très salesy. Souvent et du coup ils n'arrivent pas à exploiter ces canaux-là et ils se disent cold emailing is dead, trop de monde prospecte sur LinkedIn maintenant donc c'est mort, etc. Et je trouve ça vachement dommage parce que les gens, ils adorent qu'on les contacte à l'écrit plutôt que par téléphone parce qu'ils ont l'impression d'avoir le pouvoir, savoir s'ils nous répondent ou pas. Ce qui, enfin voilà, c'est eux qui décident. Donc moi, je suis la première à aimer me faire contacter à l'écrit plutôt qu'à l'oral quand je me fais prospecter. Mais c'est plus difficile d'être bon à l'écrit qu'à l'oral. Ça, c'est un petit peu le résumé de ce que je viens d'expliquer. Et aussi,
certaines boîtes, ça me semble important à dire, elles ne donnent pas, soit parce qu'elles veulent pas, soit parce qu'elles comprennent pas à quel point c'est important, mais les rênes à leur BDR pour tester des choses en prospection écrite. Ouais. Donc ils font pas de recherche régulière sur ces canaux en fait. Il y a pas d'itération, il y a pas d'A/B test, ils stagnent côté perf, ils laissent pas la créativité au BDR pour aller chercher de nouvelles choses. Donc il y a aussi ce problème-là qui se met en place dans ces boîtes, je pense. Complètement et en fait, il y a pas souvent, en fait, la peur de, voilà, justement tester des choses ou de laisser aussi également parce que parfois pour tester, il faut du temps et donc on veut des résultats tout de suite maintenant, alors que parfois, on va se dire: «OK, non, c'est OK, ça marche pas, LinkedIn, passons à ça parce qu'on va avoir des résultats avec le call directement» et on pense pas effectivement à derrière comment on va pouvoir scaler parce qu'effectivement, encore une fois, le call, c'est difficile à scaler, hein, parce qu'on peut pas, générer, plus de calls, humainement, c'est pas faisable. Après, on commence à raconter n'importe quoi. Donc, alors qu'en fait, sur de l'écrit, on a des solutions après quand on a un process éprouvé à vraiment scaler. Alors justement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est toi, comment tu as réussi justement à performer en fait sur tous les canaux de prospection, notamment à travers, ton expérience? Hem, Aujourd'hui, tu es Ouais, BDR senior, il y en a pas tant que ça et donc tu as eu le temps en fait, effectivement de tester plein de choses. ouais. Ouais, au niveau du multicanal, alors évidemment, le list building, ça reste la prio pour avoir les bons prospects à contacter, même si c'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, mais je préfère le rappeler. Vraiment, on peut faire, le meilleur multicanal qu'on veut, si c'est pas les bonnes personnes qu'on va contacter, ça sert à rien. Donc juste ça à prendre en compte et après, si on veut faire du multicanal, il faut apprendre à jongler et à mettre autant d'efforts de recherche et d'itération sur les 3 canaux et c'est ça qui est pas forcément facile. Moi, j'ai plus une expérience de founding BDR, en fait, où je construis mes listes seule, où j'ai pas d'équipe grosse pour m'épauler dans la dérivabilité, dans la construction de listes. Donc, en même temps, ça a été une super école pour moi, donc je regrette pas du tout. Et moi, comment je m'y prenais, je commence toujours, en fait, quand j'ai un nouveau persona, nouveau marché, pendant quelques semaines à prospecter à la main ma cible pour itérer, voir à quel type de message, quel ton elle réagit. Surtout quand j'ai une base de données à exploiter. Voilà, souvent, on me dit, faut vite l'exploiter la base de données parce qu'elle est trop bien avant que nos concurrents puissent l'exploiter. Sauf qu'en fait, si on crame trop vite nos comptes avec un copywriting qui n'était pas bon, bah, c'est trop dommage. Donc moi, je préfère y aller piano et commencer à la main pour voir un petit peu à quoi réagit ma cible. Et puis après, une fois que j'ai le bon copywriting qui me génère des rendez-vous, bah, j'automatise ensuite mes séquences écrites, email plus LinkedIn via un outil. Alors, il y en a plein aujourd'hui sur le marché. Moi, mon outil préféré, je leur fais un petit peu de pub parce qu'ils sont vraiment extra, c'est la grosse machine. Parce qu'en fait, ils ont vraiment des branches qui sont ultra précises au niveau des conditions que j'ai pas retrouvées dans d'autres outils. Ils ont de la LinkedIn automation, ce qui n'est pas le cas de tous les outils non plus. Et ils ont aussi maintenant sorti l'enrichissement d'email et de numéro de téléphone au sein de l'outil. Donc ça, quand on est tout seul à prospecter dans une boîte comme moi j'étais en tant que founding BDR, c'est génial. Ça nous fait gagner beaucoup de temps et sur le budget à la fin, pas mal d'argent. Et du coup, ça, c'est important pour moi d'automatiser ma prospection écrite pour pouvoir me concentrer sur mon list building et mes sessions de call. Parce que tout ça, c'est de la priorisation. Et en fait, list building et session de call, pour moi, c'est les deux tâches les plus chronophages quoi, aujourd'hui quand on fait de la prospection. Donc, c'est important de s'appuyer sur des outils, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir scaler sa prospection écrite. Et après, moi, j'envoie du copywriting à des batchs de 30, 50 comptes pour pas tout cramer d'un coup. C'est hyper important pour pouvoir avoir le temps aussi de bien traiter ces batchs-là sur les 3 canaux. Parce que si je lance voilà, un batch de 150 comptes sur email plus LinkedIn, après, il faut pouvoir suivre en call pour pouvoir les appeler au moins 3 à 5, voire 6, 7 fois selon le temps qu'on a. Et c'est important aussi de pouvoir trouver un bon équilibre entre les différentes tâches qu'on a réalisées en tant que BDR. Donc là, je vais utiliser un wording auquel je donne crédit à Elric Legloire, qui est un super influenceur SDR. Il avait fait un post LinkedIn là-dessus et j'ai trouvé ça super clair parce que je le faisais avant, mais je savais pas comment l'appeler, comment l'expliquer. Mais c'est trouver le bon équilibre entre les PGA et les non-PGA, donc PGA et non-PGA. Les PGA, c'est des Pipeline Generating Activities, donc c'est-à-dire c'est contacter son prospect directement, on prend son téléphone, on envoie un mail, un message LinkedIn. Et les non-PGA, ça va être la recherche, le list building, la veille, l'organisation, enfin voilà, tout ce qui touche pas à juste on contacte le prospect, mais qui est essentiel pour pouvoir contacter son prospect dans de bonnes conditions. Et ça, c'est hyper important de trouver ce bon équilibre-là, ce qui est pas forcément facile quand on Non, c'est pas commence en facile. prospection. Mmh. Voilà. Et en termes d'organisation d'agenda, typiquement, une fois que j'ai automatisé mes envois écrits, je me mets 2 à 3 power hours d'1 heure tous les jours pour le call. En volume, ça peut représenter une trentaine,
une quarantaine de calls par jour. Plus, moi, je trouve que c'est pas confortable pour un founding BDR multicanal. Si c'est un BDR où il y a une équipe grosse derrière qui lui envoie ses leads, il peut tabasser et faire plus d'une cinquantaine de calls par jour, mais quand on est sur tous les fronts, c'est trop compliqué. Chaque nom que je reçois après, bah, j'itère, je clarifie mon wording, je change pour anticiper un maximum d'objections. Anticiper les objections, je trouve ça trop cool parce que ça montre vraiment au prospect bah, que j'ai l'habitude de parler à ses homologues dans d'autres boîtes de son secteur. Finalement, c'est ce qu'on fait aussi au téléphone, on peut le faire tout Mmh. à fait à l'écrit. Et le but de mes séquences à chaque fois, moi je garde en tête, c'est d'obtenir une réponse. Si c'est un oui pour un rendez-vous dès leur première réponse, bah, c'est encore mieux. C'est quand même rare, c'est pas la majorité. Mais voilà, après il y a une première objection. Et ben justement, moi je sais quoi répondre à cette première objection. Et s'il y a un numéro de téléphone dans la signature, bah, je peux les appeler par téléphone aussi. Donc toujours faire un crossover entre les différents canaux. Et après, dès mon premier message, je leur demande de toute façon, moi aussi à l'écrit, un échange pour les aider. Je mets pas un wording en mode, voilà, je demande une démo. C'est vraiment un échange pour vous aider à parler de ça. Où j'utilise aussi beaucoup le FOMO. Si il y a déjà une base de clients dans la boîte dans laquelle je travaille, bah voilà, j'utilise le FOMO de bah, je travaille avec la direction de XYZ dans votre secteur. Sur ce sujet-là, on les a aidés à faire ça. Est-ce que ça vous dirait que je vous montre comment on les a aidés? Et ça, les gens, ils sont assez réceptifs, je trouve, à ça, quoi. Donc Trop voilà, bien. pour résumer, en tout cas, c'est trouver le bon équilibre entre toutes ces actions-là, quoi. Écoute, c'est hyper complet, c'est trop cool. Il y a une question que j'aimerais te poser parce qu'effectivement, c'est super rare d'avoir des Mm. BDR qui ont beaucoup d'expérience, qui passent pas directement, sur la partie AE et qui oublient la partie prospection et donc du coup, qui ont pu creuser ça. Donc je sais que tu as pas mal d'expérience dans pas mal de boîtes. C'est quoi les critères ou la méthode que tu utilises pour justement choisir les canaux de prospection que tu vas sélectionner? Parce qu'en Mm. fonction de ton produit, tu vas mettre peut-être plus le curseur sur un ou sur l'autre ou pas du tout? Ou tu es vraiment, team, égalitaire, je fais autant de call que d'email, que de LinkedIn, quoi? C'est une bonne question. Je dirais que moi, j'essaye toujours, une nouvelle industrie, un nouveau persona sur les 3 canaux et j'itère en fonction. En fait, je fais pas de suppositions en mode: «Ce canal devrait mieux marcher, je vais lancer que sur celui-ci» et cetera. En vente, on nous apprend très tôt à pas faire de suppositions et la prospection, clairement, ça fait pas exception. Vu que j'automatise mes envois d'emails et LinkedIn, de toute façon, ça me prend pas plus de temps de le faire, et vu que j'ai de l'expérience aujourd'hui, je passe pas, voilà, des heures à créer un copywriting et cetera. Moi, j'ai ma structure, j'aime bien utiliser EDA. Si vous connaissez déjà, elle est hyper simple. C'est une structure assez orale en plus que j'ai appris moi plutôt en call call et j'utilise à l'écrit. Tu peux Ça me juste, prend vraiment l'expliquer pas peut-être longtemps. pour ceux qui sont vraiment novices, même si, Ouais, bien sûr. EDA, en gros, elle est sympa cette structure parce qu'elle est hyper simple. A comme accroche. Pourquoi, je contacte, la personne? Une bonne personnalisation à ce moment-là, bah, ça augmente drastiquement le taux de réponse. Quand on envoie par batch, on peut pas personnaliser en mode: «J'ai vu ça sur votre LinkedIn» ou ceci, cela. Donc si au moins on met: «Je travaille avec X, Y, Z dans votre secteur», ça peut se personnaliser at scale. Donc ça, c'est top comme accroche, je trouve. Ensuite, intérêt, le I, c'est taper dans le mille en mentionnant des difficultés terrain qui résonnent, dans notre cible et qu'on solutionne évidemment. Des désirs, c'est pourquoi ce serait intéressant pour eux de me parler. Donc montrer qui on est et qu'on résout ces problèmes-là. Et puis action, c'est le call to action, demande d'échange clair avec une posture, moi que j'aime bien, c'est une posture de conseil, d'aide pour montrer que l'échange, il va leur apporter de la valeur quoi qu'il arrive en fait. Voilà grosso OK. modo EDA, ce que j'utilise Donc moi. toi, tu as pas une logique de OK, toi, tu as une logique, OK, je vais, utiliser les 3 canaux, en gros principaux, pour, toutes mes cibles et donc aussi également alors parce que, pour toutes tes cibles, est-ce que alors j'imagine que tu as quand même ce fonctionnement par tiers quand tu fais tes listes, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Est-ce qu'il y a par exemple justement, bah, ton tiers 3, tu vas avoir une logique où tu fais pas de call parce que tu vas pas mettre énormément d'efforts? Est-ce que tu pondères en fait effectivement le nombre de touch points que tu peux avoir ou le nombre de canaux que tu vas utiliser en fonction, heu, bah, tout simplement de la pertinence de la cible, quoi, en termes de Bah, priorisation. carrément, carrément et c'est ça en fait, une fois que j'ai lancé sur mes 3 canaux, les critères ce sera ensuite sur quel canal ma cible a le plus interagi, parce qu'il y en a certains qui sont injoignables sur certains canaux. Si je reprends l'exemple de ma séquence gaming de tout à l'heure, bah, ils étaient injoignables par téléphone, donc j'ai pas poussé sur ce canal. Là, il y avait pas d'histoire de tiers parce qu'on devait explorer le marché, donc je devais, aller prospecter sur cette industrie, n'importe quel compte pour voir un petit peu, comment ça réagissait sur notre produit. Du coup, quand j'ai relancé une séquence pour gagner
du temps, bah, j'ai pas forcé sur le call, sauf quand j'avais le numéro direct qui sortait, via LinkedIn, ou quoi. En tant que founding BDR, bah, j'avais beaucoup de list building à faire à côté, et d'autres choses. Donc en fait, j'avais pas le temps, mais si on a le temps, évidemment, faut tabasser sur les 3 canaux, ça reste idéal. Mais évidemment, après, si on a cette qualification-là par tiers, bah, ne pas forcer, pour le tiers 3 et faire que de la prospection écrite, ça peut être aussi une solution. Mais il faut bien que ce soit qualifié en tiers 3 et qu'on rate pas des opportunités, de pas les avoir appelées, quoi. Mais en Ouais, tout cas, je trouve que ce qui est important de garder en tête, c'est que de ces 3 canaux, c'est clairement le call le plus chronophage finalement, parce qu'on peut rien automatiser à grande échelle, même s'il existe aujourd'hui des logiciels de power dialing qui permettent de composer plusieurs numéros en même temps, et cetera. Je trouve ça dingue ces outils-là. Ça reste quand même une personne qui doit appeler et qui doit, voilà, avec son pourcentage de connexion, assez bas à chaque fois pour le call. Ça reste le plus chronophage, donc ça laisse aussi peu de temps pour la mise en place d'une belle stratégie de prospection écrite et on revient à ta question de juste avant, de pourquoi, bah, finalement, c'est pas aussi exploité que ça dans les boîtes, quoi. OK, très clair. Alors maintenant, je vais te poser une question un peu, c'est, aujourd'hui, comme je disais, c'est rare d'avoir des profils, BDR qui veulent rester sur le temps, qui veulent rester BDR, surtout en France, beaucoup moins dans d'autres pays. Pourquoi tu choisis justement de rester dans ce rôle, plutôt que de passer en fait sur un poste d'AE ou d'AM? J'adore cette question, on me la pose très souvent. Moi, j'ai déjà été account exécutive dans ma carrière pendant presque 2 ans. C'était sur un poste avec une grande vélocité, une grosse saisonnalité et c'était que sur de l'inbound, il n'y avait pas d'outbound. J'ai moins aimé en fait, cette posture de account exécutive, mais ça, c'est très personnel. Après aussi, c'est le côté visio, déjà avec les prospects, l'agenda plein. Voilà, on est vraiment régi par les clients et c'est moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes collègues à eux qui font ce métier-là parce que c'est très, très éreintant et épuisant. Pas de la même manière que le métier de BDR, mais tout autant. Le côté négo et closing, il m'a moins happé en fait. Le frisson du closing côté BDR, moi, je le retrouve à chaque fois que je prends un rendez-vous. Donc en fait, il arrive plusieurs fois par jour même. Donc c'est super fun. C'est peut-être mon côté un peu junkie de cette adrénaline-là, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, moi, j'adore la vélocité. Donc là, pour le coup, le poste de BDR, il est génial. Et non, c'est pas ennuyant, contrairement à ce que certains AE me disent parfois, mais de juste prendre des rendez-vous. Déjà, en plus, le métier de BDR, c'est pas juste prendre des rendez-vous, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, j'en ai même un récemment, un AE qui m'a, en fait, il me forçait un petit peu à surqualifier mes prises de rendez-vous, faire quasi une disco, en fait, aller chercher le process de décision, créer le besoin, avant que je lui envoie le lead, pour pas que je m'ennuie. Selon lui, c'est ce qu'il me disait, j'aurais peur que tu t'ennuies, etc. Je trouvais que c'était ennuyant comme mission de juste prendre des rendez-vous. Alors voilà, j'ai fait beaucoup de pédagogie et je lui ai expliqué que c'était pas du tout le cas, mais ça m'avait fait assez rire. Et je trouve en fait dans le métier de BDR, et ça c'est assez personnel, mais c'est un métier de voix. Et j'aime beaucoup être jugée sur ma voix, sur ce que je dégage, voilà, au son de ma voix, plus que en visio, toute la communication non verbale. Je trouve que c'est assez méditatif aussi quand on fait du call, où tu as le bip bip du téléphone. Et puis quand je fais mes recherches, je bosse mon copywriting, tout ça, je le fais avec de la musique à fond dans les oreilles. C'est quelque chose que je pouvais pas forcément faire quand j'étais à eux parce que j'avais beaucoup de rendez-vous toute la journée dans mon agenda. Et puis j'aime bien le côté métier de l'ombre aussi du métier de BDR. Alors ça vient avec ses inconvénients parce que quand ça marche pas trop, on nous tape souvent direct dessus. Quand ça marche, on oublie parfois de nous remercier. Mais pour moi, c'est quand même un avantage parce que j'aime pas trop être sur le devant de la scène et je préfère les métiers un petit peu cachés, d'avoir contribué, d'être au service de d'autres équipes, de mes collègues. Et puis, bah, j'adore travailler en équipe, ça fait un bon lien avec ça. C'est un métier qui est au carrefour de plein d'équipes, en fait, grosses, marketing, sales, parfois même la direction, si on travaille dans une plus ou moins grosse boîte. Et moi, le travail en équipe, c'est ce qui m'anime le plus au quotidien, en fait. Donc là, sur ce métier de BDR, je suis servie à fond. Mais attention, parce que c'est vrai que le métier de BDR, je trouve qu'il a tendance à être juniorisé, infantilisé et incompris. Parfois, dans certaines boîtes, l'expérience BDR, elle peut être affreuse, clairement, selon les boîtes dans lesquelles on Bah, travaille. dans beaucoup de boîtes parce Heu, qu'effectivement et c'est ouais. très rare, c'est vu comme un métier, justement, de transition quoi. C'est le métier où c'est Mmh. ton premier métier d'entrer dans la vente. Justement, avec le recul, là, du coup, tu vas intégrer, Alan en tant que BDR, Ouais. hem et pour toi, en fait, c'est quoi les points majeurs qui permettent justement de performer, quand tu es un BDR expérimenté?
Ouais, bah, je pense que ce qui est important pour, bien performer sur le poste de BDR, c'est de savoir prioriser. C'est la compétence qui est la plus importante pour moi quand on veut performer sur le long terme, parce que juste, voilà, faire une bonne séquence, à 30 de conversion, c'est pas ça bien performer parce que moi, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois dans ma carrière de BDR, mais c'est vraiment sur la durée, en fait, savoir prioriser, par chaleur de lead, par canal, par besoin côté AE, en suivant l'évolution de la stratégie go to market de la direction et cetera. Il faut savoir prioriser et s'adapter rapidement. Moi, j'ai le réflexe de copier tous les top performers que je rencontre pour en devenir une à mon tour. Donc sur l'organisation, les tips techniques, etc. Que ce soit dans la boîte où je suis actuellement, soit dans d'autres boîtes de mon écosystème que je rencontre. Je suranalyse toujours mes résultats aussi. On peut être amené à penser que je perds du temps d'ailleurs, mais se poser sur les résultats d'une séquence ou le taux de conversion de son portefeuille si on ne fonctionne pas par séquence, bah, c'est jamais une perte de temps et toujours demander du feedback proactivement, tout le temps, à des collègues, à son manager. Moi, j'attends pas qu'on me reproche quelque chose, j'anticipe en fait toujours. Et puis c'est important aussi de savoir développer et d'entretenir une bonne relation avec, ses AE, mettre en place une bonne feedback loop, une bonne communication. Aussi, moi, personnellement, c'est parce que j'ai été AE et je sais ce que je détestais chez les SDR avec qui je travaillais. C'était souvent le manque de communication et de remplissage de CRM, hein. Mais du coup, je fais, aussi énormément de veille technique voilà, pour pouvoir, monter en compétences. Je suis des influenceurs, BDR, comme par exemple Elric Legoire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Roy Itzhaki, je pourrais te donner les liens, après parce que je le trouve génial ce gars, Chris Ritson et ces 2 influenceurs-là, US, ils parlent beaucoup de BDR leadership et ça je trouve c'est top pour progresser sur son propre management et monter en seniorité. Et puis je rencontre aussi beaucoup d'autres BDR en fait, des BDR managers d'autres boîtes. Je corresponds souvent avec Spenday, j'ai rencontré ZenChef aussi, Penny Lane et puis Alan que je vais bientôt rejoindre. Je communiquais beaucoup avec eux pour apprendre de ceux qui savent déjà et challenger mes pratiques. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que j'ai des convictions et que je m'y tiens. Pour pas me laisser influencer dans tous les sens, surtout sur LinkedIn où on lit beaucoup de choses, ça Ouais. peut être un petit peu compliqué de développer ses propres convictions. Et puis moi j'aime mon métier aussi, hein, de toute façon la relation avec les prospects, alors qu'on débarque dans leur quotidien comme ça sans prévenir, c'est assez intrusif. L'empathie dont il faut faire preuve avec ses prospects et puis ses collègues BDR, ça j'adore quoi. OK, super complet. On va conclure, du coup. C'est quel conseil, en fait, contre-intuitif tu donnerais, justement, pour performer encore, dans la prospection commerciale? Surtout là, en 2024, dans un contexte où c'est complexe. Très Ouais, court. ouais, c'est super ce principe de conseil contre-intuitif. Je dirais ne pas suivre les conseils qu'on voit en post LinkedIn sur le copywriting et ne pas se laisser impressionner par les résultats mis en avant parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mis en avant. Parfois, il y a un peu de bullshit aussi, et cetera. On peut s'y perdre, en fait. Faut garder en tête que chaque cible, elle est différente, que chaque marché parce que je trouve on parle souvent des cibles et des personas, mais si peu d'à quel point le marché qu'on traite, il est important concernant nos résultats. Est-ce qu'il est concurrentiel ou non? Est-ce qu'il est mature ou non? Micro anecdote qui me vient en tête, c'est une boîte comme Partout, qui avait expliqué dans un podcast qu'ils avaient environ 15 rendez-vous par mois de target quand ils ont lancé leur équipe BDR il y a quelques années et ça a aujourd'hui été réduit à 8 rendez-vous par mois pour matcher l'évolution concurrentielle de leur marché. Moi, j'ai débuté mon métier de BDR sur un marché immature et ultra concurrentiel, la RSE et les outils bilan carbone. Il y avait déjà 5 ou 6 concurrents qui résolvaient déjà les pains de mon prospect, avec en plus de la concurrence indirecte des cabinets de conseil. Alors, c'était super difficile de prendre rendez-vous. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Tenez-vous juste à une structure simple que vous trouvez logique. Moi, j'ai trouvé EDA. Elle est top, je m'y tiens. Adaptez-la à votre cible et itérez en fonction. Et puis prenez surtout des conseils de BDR qui ont des résultats sur la durée depuis des mois, depuis des années ou d'équipe BDR, parce que c'est ça bien performer. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste faire 25% ou 30% de conversion sur une seule séquence. Moi, ça m'est arrivé que 2 fois dans ma carrière. Pourtant, j'ai toujours dépassé mes objectifs mensuels. Gardez en tête que ce qui a marché pour d'autres, sur d'autres cibles, sur d'autres marchés, ne marchera probablement pas avec vous. C'est vous seul en fait qui pouvez trouver la recette miracle qui convertira vos prospects en rendez-vous qualifiés. Et en vrai, moi, je trouve que c'est tout le fun du métier, quoi. Eh ben, écoute, trop bien. Merci énormément pour toute la valeur que tu as apportée dans ce podcast. Bah, merci et puis je te souhaite, bah, une excellente carrière de BDR. Donc voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Ciao, à plus.